C'est l'inverse. Ensuite, on a eu le gouvernement Philippe II, avec le problème de Madame Pénicaud dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avec le premier couac gouvernemental, sur lequel je voudrais dire un mot quand même. Est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise crasse quand même du nouveau ministre de l'Agriculture, Monsieur Travers? On comprend que Monsieur Hulot l'a eu de travers, si j'ose dire. Qui est la première déclaration qu'il prend, la première chose, on a l'impression que la première décision qu'allait prendre le gouvernement, enfin, depuis que M. Macron est installé, c'est d'autoriser les néocotinoïdes, c'est-à-dire ces espèces de produits chimiques désastreux qui ont pour effet notamment de faire baisser dramatiquement la population des abeilles. Alors, s'il n'y a plus d'abeilles dans le monde, c'est terminé. La vie sur Terre risque d'être entièrement détruite puisque les abeilles sont un agent de pollinisation, pas polonisation, c'est pas Natacha Polony, de pollinisation, qui est considérable. Bon. Vous avez vu aussitôt la réaction justifiée d'ailleurs de Nicolas Hulot. Donc ça a été encore un couac. Ça veut dire que M. Travers a tout compris de travers. C'est quand même dingue que la toute première décision qu'il souhaite annoncer soit un couac de cette nature. Alors le problème qui vient de se poser là pour les législatives 2017, on l'avait déjà vu arriver avec les régionales 2015, mais là, il est sur la table, c'est que l'état des lieux a profondément changé depuis 2014. Premièrement, le ministère de l'Intérieur a accepté que toute une série de partis politiques ne soient plus classés selon les coloris politiques qu'il attribuait, mais selon leur acronyme. C'est-à-dire que DLF maintenant n'est plus classé en divers droite, il est classé en DLF. La République en marche, qui pour l'instant a 0 élu prouvé, a été classée en REM, République en marche. France Insoumise, qui vient de se créer, est classée en FI, France Insoumise. Alors, dans ces conditions, on s'est rendu compte que le seul parti politique dans l'histoire, ou à peu près le seul grand parti politique qui se soit fait avoir, c'est nous. Parce que nous, le ministère de l'Intérieur a continué à nous classer comme on l'avait demandé en 2014, en divers. Mais cette fois-ci, ça devient tout à fait choquant parce que, entre-temps, nous-mêmes, notre parti a énormément augmenté. On a 28 000 adhérents, je le disais tout à l'heure, plus 100% quasiment depuis le 1er janvier. On a réussi à percer lors des élections européennes, puis des élections régionales, puis de l'élection présidentielle. Je rappelle qu'on n'a jamais fait un score aussi élevé dans un score national qu'à l'élection présidentielle, à près de 1% des suffrages. Et maintenant, nous avons en plus réussi un tour de force, c'est que nous sommes le parti politique qui présente le plus de candidats, puisque nous sommes présents dans 574 des 577 circonscriptions. Alors évidemment, dans ces conditions, le fait de nous avoir maintenus en divers, c'est une anomalie, c'est une erreur, pour ne pas dire une petite manœuvre, perfide. Parce que, du coup, nos 574 candidats titulaires sont mélangés parmi 1418, je crois, candidats titulaires classés en divers, mais là-dedans, il y a de tout. Il y a des individus, il y a des personnes individuelles qui se sont présentées. Il y a des candidatures hétéroclites. Il y a des partis politiques microscopiques. Il y a quelques partis qui présentent 5 ou 6 candidats. Et il y a des fantaisistes. Il y a notamment, je crois, l'inénarrable Cindy Lee, cette femme dont le programme se limite à aller présenter ses appâts, ses seins, nus généreusement sur tous les marchés de France et de Navarre. Qui a créé un parti qui s'appelle le Parti du Plaisir, donc elle a été enregistrée en divers. Voilà. Elle est au-dessus, si j'ose dire, du clivage droite-gauche. Bon. Alors, dans ces conditions, c'est évidemment se moquer du monde que de nous laisser, nous, dans cette catégorie, parce que ça revient à occulter l'existence même d'un parti qui est capable de présenter 574 candidats, plus que le Front National qui en présente 571, plus que France Insoumise qui en présente, je crois, 560, plus que tous les autres partis politiques. Voilà. Alors, nous avons bien conscience des inconvénients. C'est que l'UPR n'apparaît pas. Nous sommes noyés dans une masse indistincte, de telle sorte que les médias ne parlent pas de nous, se saisissent avec un empressement que l'on imagine de cette aubaine pour ne pas parler de nous. Possible également, peut-être, je proposerai ça au Congrès, que le président de l'UPR, c'est-à-dire moi, puisse demander à être rémunéré. Parce qu'actuellement, je ne suis pas rémunéré. Et comme je ne suis pas rémunéré non plus par mon ancien employeur, puisque j'ai été
je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle, c'est-à-dire que je ne gagne pas plus d'argent. J'ai donc dû solliciter un prêt auprès de ma banque avec un taux d'intérêt important, etc. Donc, et puis en ce moment, je restreins les dépenses. Donc, si je pouvais avoir une rémunération également, ça serait bien. Ça pourrait me permettre d'être à temps complet pour ce mouvement politique. Sinon, il n'y a pas de mystère. Il y a un moment ou un autre, il faudra que je revienne dans mon corps d'origine parce que je ne suis pas milliardaire. Alors, la question qui m'est posée ne me concerne pas uniquement moi. Elle concerne plus généralement comment faire pour augmenter l'encadrement. Alors, l'encadrement, on avait beaucoup de bénévoles, mais il y a un moment à partir duquel le bénévolat trouve ses limites. Donc, j'ai bien à l'esprit l'idée d'embaucher éventuellement quelques personnes, d'y aller progressivement, d'augmenter aussi les rémunérations des personnes. Et moi, je suis désolé, c'est des gens qui vont... Moi, personnellement, je suis désolé, mais je ne peux pas gagner uniquement le SMIC. Ça n'est pas possible. Ne serait-ce que parce que je me suis endetté auprès de la banque, ne serait-ce que parce que j'ai des frais qui sont inhérents, par exemple, à toute une série d'engagements que j'ai eus. Donc voilà, c'est comme ça. Et je ne pense pas dire des choses énormes en disant cela. Donc je suis en train d'étudier la possibilité d'avoir une rémunération de la part de l'UPR qui sera très éloignée de celle que je recevais comme inspecteur général des finances, mais qui me serait quand même le minimum. J'ajoute en plus que ça n'est pas... J'ai vu 2-3 messages fielleux, il y a toujours des gens fielleux, et moi j'aime bien que les choses soient cartes sur table parce que je voudrais que les gens fielleux se rendent compte du scandale des critiques qu'ils ont faites. Il y a des gens qui, en semble-t-il, trouveraient tout à fait normal que je travaille gratis pro déo, comme d'autres. Au cours des 5 derniers mois, entre novembre et février, j'ai fait 52 conférences. Bon. 0. Je me suis endetté de 25 000 € près de ma banque. C'est normal, ça? Il y a des gens qui ne savent peut-être pas que moi, j'ai maintenant un problème de couverture sociale. Alors, mettons les choses sur la table. J'ai un problème de couverture sociale. J'ai un problème aussi de retraite. Qui fait la cotisation retraite? Qui paye ma cotisation retraite? Ça fait 7 mois maintenant que je ne fais plus ma cotisation retraite. Donc tout ça, ce sont des sujets, évidemment, qui sont des sujets très personnels, mais puisque les questions qui me sont posées ou certaines des critiques sont incisives et personnelles, moi, mon intérêt personnel, c'est de regagner l'inspection générale des finances. Voilà. Donc que ceux qui laissent entendre que mon intérêt personnel, ce serait d'être rémunéré par le parti politique, alors je gagnerais moins, c'est une honte. Le gouvernement Philippe II, il a été marqué par le départ en fanfare de madame Sylvie Goulard. Moi, je m'en félicite, honnêtement. J'avoue que lorsque j'ai appris qu'elle quittait le gouvernement, j'ai eu le sourire. Parce que, bon, c'est quand même notre pays, la France. Et lorsque quelqu'un qui est, comme était madame Goulard, à ce point détestait ce pays dont elle était ministre et avait fait des déclarations à l'emporte-pièce pour dire qu'il fallait plus, j'en avais parlé d'ailleurs d'un direct récent, pour dire qu'il fallait plus acheter français dans l'armée, etc., etc. Enfin, c'était lunaire. Donc elle dégage et franchement, je crois qu'elle ne sera regrettée par personne. C'est une femme, c'est une nationaliste européiste, une espèce en admiration béate devant l'Allemagne. Voilà, elle a passé 35 jours au gouvernement. Franchement, c'était bien. Mais elle n'est pas partie pour des raisons de raisons d'État, parce que c'était un scandale d'avoir nommé cette personne à ce poste de ministre de la Défense, rappelé ministère des Armées. Elle est partie, je le disais tout à l'heure, sur ce fond de soupçon de financement par les fonds européens de membres du MoDem, d'attachés du MoDem. Alors, à ce propos, je voudrais dire deux choses sur cette affaire un petit peu obscure. Si j'ai bien compris, on ne reproche pas aux personnes du MoDem qui sont incriminées, c'est-à-dire Madame Goulard, puis ensuite ils sont tombés comme des dominos, Madame de Sarnez et Monsieur Bayrou. On ne leur reproche pas, c'est un enrichissement personnel. On leur reproche d'avoir financé de façon irrégulière et même illégale sur des fonds venus du Parlement européen, donc des fonds dits européens, d'avoir financé des attachés du MoDem, qui en fait des administratifs du parti MoDem, alors que normalement ces fonds sont censés ne financer que des attachés parlementaires au Parlement européen, à Strasbourg et à Bruxelles. Voilà.
Alors, à mon avis, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Si Madame Goulard a présenté sa démission, ça a d'ailleurs plongé dans l'embarras, à l'évidence, M. Bayrou, parce que le soir même, il a dit c'est une décision strictement personnelle, sous-entendu ça ne me concerne pas. Puis le lendemain, il a été obligé lui-même de s'appliquer cette décision strictement personnelle. Donc à mon avis, ça doit être sans doute assez exact. Ça, d'ailleurs, cette affaire a été balancée par le Front National, parce que le Front National est attaqué sur les mêmes choses. En fait, ça rappelle un petit peu le fait que beaucoup de députés français à l'Assemblée nationale utilisaient leur conjoint ou un membre de leur famille comme attaché parlementaire. Là, c'est une autre affaire, mais qui est illégale au regard des fonds européens. Ce que ça veut dire aussi au passage, ça veut dire quand même que Madame de Sarnez, Monsieur Bayrou, Madame Goulard, si les faits sont avérés, en fait, ils sont européens comme moi je suis moine tibétain. C'est-à-dire qu'en réalité, ils étaient là, ils trouvent très intéressant les financements européens pour financer leur structure politique en France. C'est quand même, si les faits sont avérés, ce serait quand même moins une histoire de détournement de fonds que vraiment un problème d'éthique et de mensonge politique. Ça veut dire qu'en fait, ils en ont rien à faire de l'Europe. En fait, que ce sont des hypocrites. En fait, ils utilisent les fonds qui normalement devraient servir à financer les salaires de chargés d'attachés parlementaires lorsqu'ils sont à Bruxelles et à Strasbourg. Mais en fait, comme ça ennuie tout le monde d'être à Bruxelles et à Strasbourg, ils auraient fait ce genre de détournement. Monsieur Bayrou, donc, a dégagé. Alors ça a fait un peu les délices de beaucoup de Français. Faut dire que l'affaire est quand même. Monsieur Bayrou a ramé depuis, c'était même un titre du Figaro, depuis 20 ans ou 25 ans, 30 ans, pour essayer de revenir au gouvernement. Il avait été ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac, d'ailleurs un très mauvais ministre de l'Éducation, soit dit en passant. Il avait donc été ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac, et ça, il ramait depuis des décennies pour revenir. Finalement, il est garde des Sceaux, ça a duré moins de 35 jours. Franchement, quelle rigolade. Il a eu l'ensemble des rieurs contre lui. Ça prête à réflexion d'ailleurs, et moi j'avoue je n'ai pas la réponse. Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils, je ne sais pas. Et il y a deux façons de lire toute cette affaire. La première façon, c'est de penser que M. Macron et M. Philippe ont été pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que Madame Goulard démissionnerait et qu'ensuite il y a eu cet effet domino. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les gens du MoDem qui sont toujours là à donner des leçons de morale aux uns et aux autres, ils se sont dit, on peut pas rester, on va avoir une pression trop importante. Ce qui irait dans ce sens, c'est qu'on a quand même le sentiment que le nouveau gouvernement a été modifié plus substantiellement qu'il n'était prévu à l'origine. Il y a d'ailleurs eu des délais, ça devait être annoncé à 18h, ça a été reporté d'une demi-heure, 1 et quart, etc. Donc il y a eu des délais dans les nominations. On a un peu le sentiment ils ont été un peu pris au dépourvu. C'est une première hypothèse. Si c'est de la bonne hypothèse, ça veut dire que M. Macron, n'est pas un fin politique. Et d'avoir nommé des gens qui avaient des casseroles de notoriété publique. La seule chose, c'est que ça n'était pas sorti dans les grands médias, mais ça circulait déjà beaucoup sur Internet ou dans le Canard enchaîné. S'il a fait ça comme ça, c'est quand même très imprudent. Et puis il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est à ce moment-là, c'est que ça aurait été fait exprès. C'est-à-dire que M. Macron et M. Philippe auraient délibérément nommé des ministres dont on savait qu'ils allaient chuter prochainement du fait d'une mise en examen, et en particulier, il aurait mis spécialement M. Bayrou à la place de garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de faire adopter une loi sur la moralisation de la vie politique au même moment où il allait être mis en examen. Cette version des choses n'est pas exclue du tout. C'est même assez vraisemblable sous certains côtés. Si telle est la bonne version des choses, alors ça ne voudrait pas dire que M. Macron est un mauvais politique, ça voudrait dire que c'est un grand pervers. Dès le lendemain du deuxième tour, dire voilà, on va mettre en œuvre les ordonnances. À la limite, il n'y aurait même presque pas besoin de faire des ordonnances. D'ailleurs, s'ils ont une majorité absolue à l'Assemblée nationale, rien n'empêche de faire voter des lois comme ça, d'autant plus que les candidats Macron, ce sont pour l'essentiel des opportunistes, des gens sans aucun passé politique, alors c'est bien de ne pas avoir de passé politique, mais ce sont pas des gens qui y vont pour des idées.
Les gens qui sont avec l'étiquette Macron, ce sont des gens qui y vont pour faire carrière. Et ils devront toute leur carrière à cette seule étiquette. On voit des gens qui sont sortis comme les champignons après la pluie. Nous, les candidats que nous avons présentés, ce sont des gens qui sont adhérents de l'UPR, souvent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et qui sont des gens qui sont convaincus des analyses de l'UPR et qui rament à contre-courant. Alors que dans les investitures Macron, ce sont des gens comme ça qui, voilà, ils ont vu la bonne affaire pour devenir députés. Eh ben, ces personnes qui seront élues députés ne pourront rien refuser à la main qui les nourrit. Ils vont pas mordre la main qui les nourrit. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens sans aucune expérience politique. Donc on peut être très inquiet sur la suite des événements si les Français ne se ressaisissent pas. Et il est temps de se ressaisir. Tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. C'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur la nécessité d'aller voter dimanche prochain et d'aller voter pour l'UPR, qui est le seul vrai mouvement politique d'opposition. De plus en plus de Français commencent à s'en rendre compte. Voilà. Alors sinon, il faut reconnaître que les Républicains ont 136 députés, ce qui représente quand même une certaine catastrophe. Il y en avait 220 et quelques dans la majorité sortante. Mais ils sont le premier groupe de l'opposition, entre guillemets, de la prétendue opposition à M. Macron. Alors, vous l'avez vu, mais ça c'est très important, il y a une petite camarilla de députés, il y en a au moins 20-25, il paraît-il que ça pourrait monter jusqu'à 40 ou 50, des Républicains, qui ont décidé de se faire scission et de créer un groupe qui s'appelle les Constructifs. Les constructifs, c'est pour pas dire en fait les opportunistes qui vont à la soupe. C'est mené par monsieur Thierry Soler, que j'ai connu il y a bien longtemps au Conseil général des Hauts-de-Seine lorsqu'il était un jeune conseiller général. Donc monsieur Thierry Soler, qui est une espèce de maître Jacques des Républicains, c'est lui qui avait notamment été chargé d'organiser les primaires des Républicains, avec quelques comparses comme monsieur Franck Riester, enfin des gens dont les dents rayent le parquet, ont envie d'être ministre de M. Macron et de M. Philippe, à l'évidence. Donc ont décidé de créer un groupe qui s'appelle les Constructifs, qui sont surtout destructeurs des Républicains, pour en fait soutenir, et ils vont peut-être voter la confiance du gouvernement. Mais parmi les Républicains, parmi la République En Marche et le MoDem, c'est là où il va y avoir du rififi, puisque pour la République En Marche, ça serait, semble-t-il, l'inénarrable Richard Ferrand, qui a quitté le gouvernement puisqu'il était un orchestre à lui tout seul avec le nombre de casseroles qui tintinabulaient à ses basques. Donc le président de la République lui a montré la porte de sortie, mais avait trouvé sans doute habile de lui proposer d'être président du groupe. Est-ce que le groupe, la République En Marche, va accepter aussi facilement que ça d'avoir quelqu'un qui risque par ailleurs d'être mis en examen incessamment sous peu? Ça risque à démontrer. Ça reste aussi à démontrer de voir comment l'opinion publique va prendre l'affaire. Pareil pour le MoDem, puisque semble-t-il, Madame de Sarnez, qui a quitté le gouvernement dans cette atmosphère un peu crépusculaire du financement des attachés parlementaires du MoDem sur fonds européens, elle a quitté le gouvernement donc sous la menace d'une mise en examen. Est-ce qu'elle va prendre également la présidence du groupe? Ça ferait quand même pas très très bon effet, me semble-t-il, que les deux piliers de la majorité du gouvernement actuel soient à l'Assemblée nationale dirigés par deux personnes qui seront mises en examen. La suite va être montrée dans les semaines. De l'autre côté de l'échiquier, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens s'étripent au Parti socialiste, où l'on est passé, je sais plus combien, de 290, je sais plus combien de députés dans l'Assemblée sortante à 40, une quarantaine de députés. Donc c'est une bérésina comme on en a rarement vu dans l'histoire. Mais ils trouvent quand même le moyen de se disputer comme des chiens avec un os à ronger pour savoir qui va avoir la présidence du groupe. Mais de surcroît, les 574 candidats qui ont été candidats à UPR, ils ont pratiquement rien eu à débourser. Bon, peut-être un petit peu d'essence pour se déplacer ici ou là, mais nous avons, alors oui, on a tout centralisé, et je m'en félicite, on a tout centralisé à Paris parce qu'on a déchargé nos candidats de la gestion extraordinairement lourde avec comment dirais-je,
un mandataire financier au niveau local, etc. Et on a assuré les tracts et puis la profession de foi nationale. Eh bien, on fera la même chose. Les candidats ne seront pas, on leur demandera pas d'argent. Ce qui nous distingue là aussi de tous les autres partis politiques, puisque je rappelle que dans les autres partis politiques, en général, ils ont demandé aux candidats de donner de l'argent. On a vu, il y a eu des articles là-dessus. Il y a 97 candidats du Parti socialiste qui n'ont pas atteint 5% des suffrages, donc qui ne sont pas remboursés de leurs dépenses, et parmi lesquels il y en a un certain nombre qui ont fait des emprunts. Une candidate qui avait emprunté 15 000 euros, une autre 33 000 euros, 30 000 euros, et il y en a qui se retrouvent avec une dette une ardoise de 30 000 euros qu'ils n'auraient pas remboursée. Merci le Parti socialiste, voilà. C'est que il y a un proverbe français qui est très juste qui dit les absents ont toujours tort. Ce que je sais, c'est que si on n'est pas présent aux élections législatives, comme si on n'avait pas été présent aux élections présidentielles, on ne serait rien. On serait absolument inconnu du public. Je le dis parce que parfois il y a des internautes qui écrivent sur notre page Facebook ou qui nous envoient des messages. Il y a énormément de messages de soutien, de félicitations, des messages extrêmement gentils, chaleureux. On les lit tous. Franchement, c'est un grand réconfort. On a parfois quelques personnes critiques qui disent « Vous voyez bien que ça ne sert à rien de se participer aux élections, là, c'est pas ça qu'il faut faire. » Alors les gens qui me disent ça, les gens qui disent « Non, on va s'abstenir », je dis « Mais quel va être le résultat concret de ce que vous allez faire ? Rien. » Les gens qui me disent « On va faire autrement », vous allez faire quoi ? Vous allez faire la révolution ? Bah, allez-y, prenez une Kalachnikov, allez tirer dans le tas, vous serez suivi par qui ? Voilà. Rien. Ah, il faut arrêter le romantisme. Voilà, la population française, malheureusement, une grande partie de nos compatriotes sont encore, excusez-moi de le dire, mais un peu inertes, un peu avachis devant la télévision. En réalité, il y a une corrélation très forte entre la façon dont on est traité par les médias et la façon dont on leur répond. Moi, lorsque j'ai été pendant la campagne électorale, constamment, du moins pendant les 3 premières semaines, constamment, on m'a dit « Alors, finalement, vous êtes d'extrême droite, vous êtes comme le Front National », qu'est-ce que je pouvais faire d'autre que de dire « Non, je ne suis pas comme le Front National ». Moi, je ne sais pas. Il fallait que je sois comme ça, en ne disant rien, en ayant un sourire benêt et en me disant « Ben voilà, pensez printemps, les amis ». Non, je n'étais pas dans la même position que M. Macron. Si j'avais eu des journalistes à la botte comme il a eu, des journalistes qui avaient dit « Monsieur Asselineau, vous êtes un génie, vos analyses sont extraordinaires, elles éblouissent le monde entier de vos compétences, etc. » J'aurais pu dire « Pensez printemps, les amis », ça c'est vrai, ça, j'aurais pu le faire, et je ne me serais pas égaré à critiquer les autres. Mais c'est parce que constamment, on m'envoyait dans les pattes Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, ou éventuellement Monsieur Mélenchon, que j'ai bien été obligé de le dire. Et puis par ailleurs, il n'y avait pas que ça. Il y avait quand on m'expliquait, par exemple, que mon programme était délirant, j'étais bien obligé de me défendre. Je voudrais que cet internaute réfléchisse à ce petit incident, mais qui a pu me coûter des voix, qui a eu lieu sur TF1 lors du deuxième passage. Lors du deuxième passage, j'ai été d'un seul coup, attaqué par un banquier qui était un banquier de la City londonienne, un Français expatrié à Londres, et qu'on a présenté devant les peut-être 5 ou 6 millions de téléspectateurs de TF1 20h, et qui m'a dit « Mais monsieur Asselineau, moi je suis un banquier à Londres, je peux vous dire, vous savez très bien que si la France sort de l'euro, ça serait une catastrophe, une apocalypse, etc. » Ça, c'était une attaque venant d'un banquier prétendument. Et puis après, on m'a donné la parole, j'ai commencé à répondre, au bout de 20 secondes, on m'a dit « Non, mais il y a d'autres sujets. » Donc concrètement, j'ai subi une attaque d'un banquier à Londres, et à laquelle je n'ai pas vraiment pu répondre de façon circonstanciée comme j'aurais pu le faire si on m'avait accordé plus de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce banquier, c'était pas un banquier comme ça. Ce banquier faisait partie de l'équipe Juppé. Hein, il s'appelait Monsieur David Blanc, de mémoire. Ce banquier, il représente les intérêts de la banque de la famille princière de Liechtenstein à Londres. Allez vérifier. Cette banque, d'ailleurs, a fait l'objet de poursuites elle a été mise en cause sur des affaires d'évasion et de fraude fiscale au niveau européen. Voilà ce que représentait ce banquier. Mais ce banquier avait fait partie de l'équipe de campagne d'Alain Juppé au Royaume-Uni pour les Français de l'étranger et a circulé sur Internet il y a quelques jours, je vous y renvoie, une photo où l'on voit ce banquier, monsieur David Blanc, bras dessus avec le nouveau Premier ministre, monsieur Édouard Philippe.
Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes de Juppé ou celles de Macron, ils m'ont attaqué. Mais ils ont tellement de réseaux qu'ils pouvaient se donner le luxe d'apparaître comme des enfants de cœur, mais faisant attaquer par des tiers. Voilà, parce que les tiers, eux, ils ont accès aux médias. Moi, le problème, c'est qu'avec moi qui avait accès aux médias. Et je n'avais pas sous le coup d'un banquier qui aurait pu être invité au TF1 20h pour aller flinguer M. Macron. Voilà. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire que ce procès qui m'est fait n'est pas juste. Il est injuste parce qu'il ne tient pas compte des différences de situation dans lesquelles nous sommes. Pour le reste, je suis bien d'accord avec vous que si je pouvais m'empêcher de critiquer tel ou tel, je le ferais très volontiers. Mais le problème, c'est que je suis bien obligé de répondre aux attaques qui me sont faites. J'ai été le seul à le dire. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, M. Macron, potentiellement, peut mettre en œuvre l'article 16 qui lui accorde les pleins pouvoirs. Alors, les pleins pouvoirs de la Constitution sont quand même encadrés par la Constitution. Il faut d'abord saisir officiellement le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Français n'ont pas intérêt. C'est une raison encore supplémentaire pour que les Français ne votent surtout pas pour En Marche, pour pouvoir, comment dirais-je, calmer les ardeurs parfois un peu hystériques de M. Macron. On l'avait vu dans certains de ses meetings. Donc c'est très important, il est de salubrité publique de voter massivement pour notre mouvement et surtout pas pour En Marche. Ne succombez surtout pas aux sirènes des gens qui vous disent qu'il faut lui donner une majorité pour. Non, 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 non. Il faut absolument qu'il ait un contre-pouvoir, parce que déjà, il a tout le monde avec lui, et toute la presse. La presse, ça lui suffit pas. Vous avez vu, il est en train, en ce moment, d'essayer de tuer ce qui reste de liberté d'expression en France. Et déjà, il a des médias qui passent son temps à chanter ses louanges, et c'est encore pas assez. Que M. Macron a osé plaisanter en disant les quoi ça pêche peu, ça nous rapporte, ça nous amène du comorien. Du comorien. Comment on dirait, du flétan ou du cabillaud. C'est honteux. C'est quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Mais M. Le Pen aurait dit ça, il y aurait eu la LICRA, comment dirais-je, le MRAP, tous les médias lui seraient tombés dessus, on en aurait entendu parler, à juste titre d'ailleurs. Là, c'est M. Macron, on en fait un saint laïque. C'est un scandale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a publié un communiqué de presse pour demander que le président de la République présente ses excuses et au passage pour souligner que le masque est encore une fois tombé. M. Macron n'est pas quelqu'un de sympathique. M. Macron est bouffi d'orgueil et de mépris de classe vis-à-vis de la misère humaine. Je rappelle que le même M. Macron, rappelez-vous comment il avait traité des ouvrières en Bretagne pour une société, là, il avait dit qu'elles étaient des illettrées. Rappelez-vous quand il était allé dans le Nord-Pas-de-Calais, quand il avait laissé entendre finalement que tout le monde picolait. Rappelez-vous quand il avait dit devant un jeune chômeur que pour se payer des costards, fallait travailler. Un type qui avait perdu son emploi. Rappelez-vous aussi son mépris pour l'outre-mer français. Il croyait que la Guyane était une île. Une fois, il prend un avion pour aller en Guadeloupe. Il dit, ah ben, comment ça fait d'être expatrié en Guadeloupe? Ce monsieur est d'un mépris effrayant. Il faut avoir l'œil. Et j'en profite pour rappeler encore une fois, mobilisez-vous. Là, je m'adresse à tous les Français qui ont du cœur. Et le cœur, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. Le cœur, c'est du cœur. On peut pas tolérer ça. Et tous les Français, notamment, qui sont originaires des Comores, n'allez pas voter Macron. Grave. Je pense que M. Macron veut faire genre. Voilà. M. Macron, c'est un grand narcisse devant l'éternel. Son truc, c'est le narcissisme. Donc, il faut dire qu'il est encensé par une presse ahurissante. On a les accents de la presse française sont de type nord-coréen, vraiment. Je vois, il n'y a pas un article qui sort sans qu'on parle de Macron-Jupiter, le président jupitérien, Jupiter mes fesses, oui. En quoi, qu'est-ce qu'il a donc fait? Voilà, parce qu'il sort bras dessous à faire du vélo avec Brigitte Trogneux, c'est Jupiter? Non. Moi, j'ai jamais vu Jupiter et Junon faire de la bicyclette. Non, ça c'est vraiment se moquer du monde. Et moi, j'en profite d'ailleurs pour dire que, si vous y réfléchissez bien, tout ce qu'a fait M. Macron, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, c'est terminé en fiasco. J'en parlais tout à l'heure, je disais qu'on en parle. J'en profite, là, comme je ne sais pas quelles sont les réponses que j'aurai après, j'en profite pour le dire. Fiasco international. Il a rencontré Donald Trump.
on allait voir ce qu'on allait voir. J'ai même eu, je crois que c'était dans l'Obs ou j'en sais pas quoi, où le ridicule ne tue pas, on a présenté le Jupiter là qui d'un seul coup ils avaient pris une photo de Gaulle en juillet 40 avec son uniforme de général et devant le micro de la BBC, ils avaient mis le portrait de Macron en disant que l'appel de Macron sur le réchauffement climatique, c'était le nouvel appel du 18 juin. Non mais on va où là? Oh oh oh. Simplement, cette espèce de roquet avait dit, voilà, que c'était pas bien. Alors toute la presse française a dit c'était extraordinaire. Il a dit que ça n'était pas bien. Honnêtement, on va finir par regretter François Hollande, parce que François Hollande aussi avait dit que c'était pas bien. Sauf que là, on donne un côté d'une espèce d'épopée, un côté épique aux déclarations de M. Macron. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Mais il s'est passé que Donald Trump, il a fait un bras d'honneur sur Macron, et puis il a décidé que les États-Unis se retiraient des engagements qu'ils avaient pris lors de la COP 21. Au passage, d'ailleurs, M. Macron est tombé dans le piège que je dénonce moi depuis des décennies, en tout cas depuis plus d'une décennie, depuis que j'ai créé l'UPR. J'ai dit et je répète, je l'ai dit notamment dans ma conférence sur qui gouverne la France, que le coup du couple franco-allemand, c'est un bobard, ça n'a jamais eu lieu, et en plus de ça, c'est un bobard qui a le don de mettre en colère les autres pays. Il faut les comprendre. Imaginez que vous soyez polonais, portugais, grec, italien, espagnol, letton, slovaque ou autre, ou tchèque. Qu'est-ce que vous penseriez si vous voyez une espèce de monsieur enfariné, là, à peine frais et moulu d'une élection bidouillée en France, qui arrive comme ça et qui dit voilà, le couple franco-allemand va décider pour les autres. Je dirais écoutez, cher monsieur, allez vous habiller. Que Donald Trump apparaît comme un homme décidément assez insaisissable, assez imprévisible. Il s'est comporté au passage comme un gougnafier. Toutes les télévisions du monde ont rapporté cette séquence assez inouïe où il arrive. Attention, pardon, c'est moi qui arrive. Poussez-vous. Donc il a dégagé d'un coup de bras. Il a dégagé le Premier ministre du Monténégro. Alors c'est vrai que le Monténégro, ça veut dire la montagne noire. Le Monténégro est une petite république issue du démembrement de la Yougoslavie. C'est vrai que le Monténégro doit avoir la taille du Delaware aux États-Unis, donc c'est vrai que c'est la puce et l'éléphant. Mais enfin, c'est quand même pas des façons de se comporter, d'autant plus que cette bande vidéo de Donald Trump, elle est assez inouïe. De fatuité de cet homme, M. Trump, qui après avoir fait dégager ses moyens, il est là, il prend la pause, voilà, on a l'impression qu'il est quand même à moitié brinzingue, il faut dire les choses. Ça laisse d'ailleurs songeur, puisqu'on vous rappelez que Madame Clinton, qui était sa rivale à l'élection présidentielle américaine, elle-même était à moitié siphonnée. Donc on a l'impression qu'il y a quand même des dysfonctionnements dans le processus électoral américain, c'est le moins qu'on puisse dire. Donald Trump, d'ailleurs, qui a rencontré Macron, et vous avez vu là aussi, toutes les télévisions du monde ont vu cette espèce de prise de judo avec Macron, enfin Donald Trump qui se met à secouer comme un prunier la main du sieur Macron, lequel avait sans doute été prévenu. Donc bon, passons. Tout ça, c'est quand même un peu, c'est un peu pitoyable. On a l'impression qu'ils savent plus très bien quoi faire pour se faire remarquer. Dans la série des rencontres avec des chefs d'État et de gouvernement ou des personnalités puissantes, j'ai noté la rencontre de M. Macron avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, toujours entre ces deux verres de whisky. Mais là, il y a quand même une photo qui moi m'a saisi. Et on voit Jean-Claude Juncker qui met carrément la papate comme ça sur la main sur le dos de Macron, qui a l'air d'être une espèce d'élève méritant, voilà, le premier de la classe avec un proviseur d'une ancienne époque qui est en train de dire voilà, vous avez eu le prix d'excellence. Moi, je trouve absolument incroyable que le président de la République française accepte de se faire mettre la papate sur l'épaule par un ancien premier ministre luxembourgeois qui devrait suivre par ailleurs une cure de désintoxication alcoolique. Il y a quand même des limites. Bon. Ça témoigne en tout cas de l'asservissement de la France à l'Union européenne. Depuis quand un Premier ministre luxembourgeois qui d'ailleurs a été chassé de son poste dans un parfum de scandale inouï. Il avait mis en fiche la moitié de la population du Luxembourg. Il était perclus de dossiers scandaleux en termes financiers, en vertu de quoi il se permet de mettre la papate sur le président de la République française.